On a le grand plaisir d'accueillir Ethan Bernier, qui est ingénieur business analyst spécialisé en R&D digital et data à James Data Factory et qui est également concerné par les deux diversités, celui du genre et celui de la neurodiversité, et puis encore d'autres, mais peut-être qu'on en parlera pendant notre échange. J'ai un problème de micro. Je disais, je suis dans le cumul des mandats en fait. Et du coup, on va avoir le plaisir d'échanger un peu sur son parcours, son expérience, et puis sur toutes les questions qui nous animent aujourd'hui. Est-ce que tu veux déjà te présenter? Parce que moi, je t'ai introduit, mais peut-être que... Eh ben, en fait, c'est tout simple. Je suis donc, comme mentionné, à la fois concerné par les TSA et par la transidentité. Le diagnostic dans ma situation, le double diagnostic, s'est posé en fait en deux temps. C'est-à-dire que moi je suis né à une époque où les TSA n'étaient pas considérés, pas pris en compte, peu reconnus, voire pas connus. Je suis né en 77 et la première chose qu'on a détectée chez moi, c'était plutôt un côté précoce, etc., etc. Avec un parcours atypique et linéaire au niveau scolaire, et puis un très très grand mal-être dans ma situation identitaire, puisque j'étais vu comme un garçon manqué, et puis absolument rejeté par ma famille pour cette forme en fait de comportement qui était de par en fait mes origines, on va dire l'appartenance religieuse dans laquelle j'ai été élevé, c'était quelque chose qui était relativement mal vu et perçu comme une forme d'homosexualité en devenir. La transidentité n'était même pas encore émergente dans les pensées collectives. Par contre, moi, dans ma tête, clairement, dès l'âge de 2 ans, je m'appelais Ethan. Dans ma tête, j'étais un garçon. Dans ma tête, pour moi, c'était je fais du kung-fu parce que je me reconnaissais là-dedans. Hein. C'était pas parce que je voulais coller à un stéréotype, mais j'avais un comportement de garçon manqué et parallèlement des activités féminines entre guillemets pour l'époque. Comme le dessin, comme la peinture, comme la musique, comme pas mal de choses qui sont de l'ordre de l'art. Et qui, du coup, tempérait mon côté masculin. Donc, voilà. Que dire d'autre Peut-être on va poursuivre. Ouais. Du coup, justement, en parlant de ça, est-ce que toi, tu as l'impression que le fait d'être autiste, ça a pu jouer sur ta perception, la perception de ton identité de genre? Alors, comme je disais, je me suis perçu transidentitaire avant même que l'autisme ne soit reconnu chez moi. Alors du coup, le biais, non, il ne s'est pas posé en ces termes puisque l'autisme n'était pas connu chez moi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était important que dans le cadre des populations de ma génération, le biais n'existant pas, ça veut dire qu'en fait, quelque part, il n'y avait pas déjà d'effet de mode en fait. On se reconnaissait dans une forme transidentitaire quelque part enfouie sans y mettre de mots. Ce qui fait que quand on m'a diagnostiqué autiste, en fait, c'est venu comme une surcouche finalement. C'est pas venu comme quelque chose qui venait expliquer ma transidentité ou qui venait éventuellement la corréler ou je ne sais quoi. Ça s'est même pas posé en ces termes. D'ailleurs, pour le diagnostic d'autisme, je n'ai absolument pas eu d'évocation de mon identité de genre, puisque aucune question ne m'a été posée en ce sens. Et du coup, dans ton parcours d'affirmation de genre, est-ce que tu as l'impression que le fait d'être autiste a pu avoir un impact au niveau, je sais pas, dans ton accompagnement médical est-ce que ça a été pris en compte? Est-ce que ça a pu être... Alors, je ne le dirais pas en ces termes. Impact, c'est vraiment presque un euphémisme. Ça a plutôt fait l'effet d'un effet de boulet de canon. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir
une estampille autiste, c'était tout de suite vu comme débile mental pour moi, alors que c'est pas du tout le cas. D'abord parce que ce sont deux choses qui sont complètement décorrélées, et puis parce qu'en fait, j'ai subi malgré tout comment dire, les idées reçues d'une population de médecins non formés, non qualifiés, d'une population qui voyait ça pour la première fois et qui du coup ramenait tout à l'autisme, c'est-à-dire t'as mal à la tête, c'est parce que t'es autiste, tu réfléchis trop, ou t'as mal ici, ou t'as mal là, oui mais c'est normal, c'est parce que t'es autiste. Du coup l'autisme est presque venu comme une forme d'explication en tous mes mots, ce qui fait qu'en fait on réduisait en fait ma personne à une personne autiste. Et quand j'ai affirmé, j'ai fait mon coming out transidentitaire, la première chose qui est venue, c'est mais c'est parce que tu es autiste. Mais enfin, je sais pas. Quand vous avez la grippe et que vous chopez, je sais pas, le choléra derrière, l'un n'explique pas l'autre. Pour moi, ce sont deux situations qui sont complètement distinctes et on peut très bien avoir l'une sans l'autre, ne pas avoir l'une, ne pas avoir l'autre, etc., etc. Donc non, il n'y a pas eu d'impact positif. Il n'y a eu que des impacts négatifs avec des formes de discrimination, des formes de préjugés, des formes bah, puisque c'est ça qui explique la chose, je ne vois pas pourquoi je te soignerais puisque ça fait partie de ta condition. Ce qui fait qu'en fait, je suis resté pendant des années dans une forme d'errance médicale où un tas de pathologies en fait, qui sont malheureusement des maladies rares ou orphelines chez moi, ont d'abord été mises sur le compte de l'autisme. Donc d'une personnalité qui percevait l'environnement différemment, et donc forcément une hypoesthésie ou une hyperesthésie qui en fait s'est révélée être une mastocytose, donc une maladie assez grave, si elle n'est pas prise en charge. Là, en fait, j'aimerais attirer vraiment l'attention du personnel médical au sens large, paramédical, et puis même le personnel père aidant ou accompagnant ou éducatif, qu'il ne faut pas avoir d'a priori. C'est-à-dire qu'une personne qui souffre dans son corps et qu'on considère comme hypoesthésique, faut pas imaginer que la douleur elle est fictive, que c'est pas parce qu'elle ne la ressent pas qu'elle n'existe pas en fait. La douleur c'est quelque chose qui est complètement subjectif. Je vous rappelle pas la définition de l'OMS. Ce n'est pas l'absence de maladie. C'est aussi un ressenti de bien-être et un ressenti global au sens de la personne, non pas qu'un ressenti physiologique. Voilà. Et du coup, tu dis que ça a eu un impact négatif. Tu as l'impression que ça a freiné ton parcours de transition et par exemple l'accès à certains soins ou certains besoins Oui. Dans mon parcours, en fait, j'ai eu affaire à pas mal de psychiatres, puisque c'était le parcours coordonné, malgré la dépsychiatrisation de la dysphorie de genre, devenue depuis incongruence de genre. Aujourd'hui, en fait, il y a très peu de psychiatres qui s'y connaissent. J'ai une ALD dysphorie de genre, encore. Quand je la présente, on me voit comme une personne malade. Et quand je viens pour un traitement hormonal, on me dit, et au fait, vous comptez la prendre pendant combien de temps? Je ne sais pas, vous comptez rester un homme pendant combien de temps? J'ai envie de leur poser la question. J'ai fait un choix, donc j'ai exercé mon autodétermination. Je ne pense pas que je vais changer d'avis demain. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, et à la fin de ma vie, ça sera pareil. Si j'arrête l'hormonothérapie aujourd'hui, c'est un échec. Mais pas qu'un échec pour moi, c'est un échec dans la prise en compte de ce que je suis. C'est un manque de respect, c'est un manque de considération. Et pour moi, le fait d'avoir été autiste a été un frein, puisque lorsque je venais, on me remettait toujours dans ma condition d'autiste. Mais c'est parce que tu es autiste, c'est parce que tu ne perçois pas les choses comme les autres, c'est parce que pour toi, tu aimes une personne, tu n'aimes pas un genre.
Donc ça veut dire qu'on me qualifiait dans ma condition de genre, dans ma condition identitaire, par rapport à l'attirance érotique ou sexuelle que j'avais envers les autres, mais pas par rapport à ce que j'étais. On ne comprenait pas éventuellement que je puisse aimer un homme un jour, une femme le lendemain, une personne trans. Bon, bah, bien sûr, et il est évident que je ne bouge pas d'une personne à l'autre du jour au lendemain. Mais il n'en convient pas moins que mon choix ne se définit pas par le genre de la personne que j'ai en face, mais par l'affinité que j'ai avec elle. Et pour eux, c'était lié à l'autisme et pas une forme de transidentité. Il y a pour moi une variance de genre autant qu'il y a un spectre dans l'autisme. C'est pour ça que j'évoquais dans la dernière conférence que nous avions eue avec l'association, que pour moi, le genre, c'est quelque chose qui est mouvant. C'est aussi un spectre sur lequel on se balade, sur lequel on peut se retrouver du jour au lendemain fluide. Aujourd'hui comme ci, demain comme ça, et puis aromantique, asexuel, asexué, pansexuel, et puis on parlait de xénogenre. Enfin, je veux dire, si on a envie de se retrouver comme une étoile filante un jour et puis une machine à laver le lendemain, j'ai n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça gêne dans l'esprit des gens, à part le fait de se sentir différent et rejeté. En fait, la différence, c'est pas nous, c'est vous, enfin les autres. c'est comme ça que je vois les choses, mais cet avis n'engage que moi, en fait. Et du coup, on entend des personnes qui disent que l'autisme, ça empêche de bien appréhender son identité, qu'ils sont autistes, donc ils ne peuvent pas bien appréhender, etc. Et que du coup, il vaut mieux ralentir, parce qu'en fait, c'est pas une question transidentitaire, c'est une question identitaire, et en fait, c'est parce qu'il est autiste, et donc vaut mieux attendre, vaut mieux ralentir. Tu en penses quoi ? Alors, ce que j'en pense, c'est que c'est un parcours personnalisé qu'il faut avoir. C'est-à-dire que pour n'importe qui, quelle que soit la condition, je parle de condition au sens américain, ça peut être une maladie, ça peut être un trouble, ça peut être une situation en fait de neurodiversité. Un parcours doit être coordonné et il doit être discuté avec la personne en respectant ses désirs et le rythme qu'il a envie ou qu'elle a envie, d'avoir. Le fait d'être autiste, le fait d'être positionné sur le spectre de l'autisme, à partir du moment où la personne est capable de manifester avec des mots ou avec toute autre forme de communication, une forme d'autodétermination qui lui permet d'affirmer haut et fort, en son âme et conscience, son appartenance ou sa non-appartenance à un genre binaire, je suis un homme, je suis une femme, ou à un genre non binaire, je suis gender fluide, je suis comme ci, je suis comme ça, c'est son choix. Et ce choix doit être respecté. Et au-delà de cela, il doit être entendu, compris, formulé avec elle sous la forme d'un contrat de confiance où en fait les choses vont se définir au fil de l'eau. Et comme je disais tout à l'heure, comme c'est pour moi un spectre, l'accompagnement au long cours de la personne, sans lui mettre des freins, sans lui mettre des bâtons dans les roues, en l'accompagnant à son rythme et en lui demandant ce qu'elle a envie de faire et à quel rythme, permet en fait à la personne de s'autodéterminer, d'autant plus qu'elle se sentira accompagnée, acceptée, comprise et surtout démédicalisée, dépsychiatrisée. Parce que c'est justement le gros problème, c'est que ce n'est pas une maladie, c'est juste une autre forme de personnalité. Pour parler d'une thématique un petit peu annexe, comme on l'a dit, nous, dans notre pratique clinique et puis dans l'étude qu'on a fait, on a remarqué que dans l'autisme, il y a souvent une identification à des entités plutôt non binaires, enfin
c'est fréquent. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a été une question à un moment? Est-ce que Je ne sais pas quelle est la source en fait de cette information. Je ne peux pas répondre pour tout le monde. À partir du moment où j'ai pas une étude qui me dit que voilà, les autistes se reconnaissent d'autant plus non-binaires que la population non autiste. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'en reviens à ce que je disais. La non-binarité, en fait, elle vient presque à répondre à la question je ne me sens pas binaire, en fait. Mais elle traduit plus un spectre très large qu'une forme de non-binarité. La non-binarité, c'est comme si on disait que l'homosexualité, c'était l'opposé de l'hétérosexualité. Non, il n'y a pas d'opposé. Il y a juste que l'hétérosexualité se situe à un endroit, sur une ligne, et qu'il y a tout un pan, en fait, de situations dans lesquelles les personnes se reconnaissent. Pour moi, être non-binaire, c'est une situation qui se trouve quelque part dans ce spectre. Donc on n'est pas plus non-binaire, on est plus, enfin en tout cas, on est moins hétérosexuel, hétéronormé, hétéro-cis-normé même, je dirais. Hétéro, cis, dia, etc. Vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez derrière. En fait, on se retrouve encore une fois sur un spectre. Donc pourquoi mettre une étiquette quand cette étiquette est amenée à changer du jour au lendemain, en fait? À partir du moment où on se reconnaît dans ce spectre, enfin, je veux dire, la question du spectre dans l'autisme n'est pas du tout controversée. Vous êtes qualifié dans le spectre. Eh bien, le genre, pour moi, on devrait être qualifié dans le spectre. Et non pas, je suis non-binaire, je suis machin, je suis truc. Le vocabulaire change en plus d'un pays à un autre, d'une personne à une autre. Il y a des communautés, il y a des sous-communautés, il y a des communautés au sein des communautés, et il en est autant qu'il y a de personnes finalement. L'autisme, c'est pareil. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes. Le genre, il appartient à chacune des personnes. Et il ne dépend pas de l'autisme en fait. Il dépend de la personne. Et il y a quelque chose qu'on entend, je trouve beaucoup, enfin qu'on a entendu beaucoup là dans les médias, c'est le fait que les influenceurs trans, de la communauté trans sur les réseaux sociaux pourraient influencer les personnes, et notamment les personnes avec autisme, qui, par une forme de contagion sociale, du coup, s'identifieraient à ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Ce que j'en pense, c'est qu'il y a autant d'influenceurs dans ce domaine que dans la mode, que dans les jeux vidéo, et que ces personnes-là font juste, à un moment donné, un coming out généralisé, qu'ils montrent leur façon de vivre, qu'ils n'encouragent pas plus, en fait, des gens qui ont déjà, qui se sont déjà autoproclamés, autodéterminés dans ce qu'ils sont. Ils leur permettent éventuellement une ouverture à une autre forme d'être, puisque cette personne influenceuse va montrer comment elle est, et cette personne-là n'est pas, comment dire, je ne joue pas à Minecraft parce qu'il y a beaucoup de personnes influenceuses sur Minecraft. Pour autant, je ne me sens pas influencé par ces personnes. Et je ne me sens pas plus influencé par des personnes qui sont transgenres et qui font des vidéos sur Internet. Alors, mais ça m'appartient. Il y a énormément de dérives. Il en existe dans tous les domaines. Il existe des dérives sectaires, y compris dans la transidentité. C'est là qu'il faudrait qu'il y ait une forme d'autorité de régulation quelque part pour dire voilà, ce contenu, comme on a fait pour le Covid, ce contenu est pertinent, ce contenu est non pertinent. Mais encore, qui pourrait dire ce contenu est pertinent ou ne l'est pas? Par contre, qu'à un moment donné, les enfants ou les jeunes personnes se reconnaissent dans tel ou tel influenceur, quelque part traduit l'existence de quelque chose qui était déjà latent. Après, le cheminement qui va se faire dans la tête de l'enfant ou du jeune adulte ou de l'adolescent, qui va en parler autour de lui, qui va en parler à ses parents, qui va en parler à un médecin, eh bien c'est là qu'en fait le rôle des professionnels va avoir toute son importance. C'est dans cet accompagnement, ce questionnement,
qu'il va l'amener à s'autodéterminer, à confirmer ou à infirmer ou à remettre un peu plus tard la prise de décision. Mais il ne faut pas la rejeter en bloc parce que c'est vu par un influenceur. Beaucoup de personnes autistes, ou HPI, ou tout ce que vous voulez, ou simplement qui ont reconnu une maladie sur eux, voilà, j'ai un impétigo, j'ai reconnu une personne, elle est influenceuse, elle est modeuse, elle a un impétigo. Je ne savais pas que j'avais un impétigo, maintenant je sais ce que c'est. Elle va voir son médecin, il lui confirme que c'est ça. Je veux dire, il y a des gens qui ont eu leur vie sauvée grâce à ça. Donc, l'autisme ou la transidentité, si elle est véhiculée par des influenceurs qui ont un message positif, peut sauver des vies. Peut sauver des vies. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là n'avaient pas de mots à mettre. Et là, tout d'un coup, il y a des mots qui viennent se poser. Des mots sur des mots. Du coup, je suis assez mitigée sur le fait que les influenceurs ont un rôle néfaste. Je dirais plutôt que parfois ils ont un rôle révélateur et parfois simplement ils n'ont pas de rôle. Voilà. Ou ils confirment éventuellement une éventuelle certitude, mais ils ne sont pas plus dangereux que le reste en fait. Pas plus dangereux pour moi en tout cas. Ni pour les autistes. Ni pour les autistes et encore moins pour les autistes puisque leur perception du monde est déjà la leur. C'est pas un influenceur qui va venir changer les choses. Non. Enfin, c'est moins influençable pour moi, à mon sens. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On ouvre peut-être la parole à la salle, si vous avez des questions ou des remarques. Alors j'ai une question pour voir si nos vécus convergent, parce que ça me ferait du bien. Mais après, s'ils ne convergent pas, c'est pas grave. Moi, j'ai eu mon diagnostic d'autisme à 16 ans et j'ai commencé mes démarches d'affirmation de genre après. Parce qu'auparavant, en fait, je ne pouvais pas. J'ai déjà fait mon coming out, mais voilà. Et quand j'ai fait mes démarches d'affirmation de genre, il y a beaucoup de symptômes qui étaient censés découler de l'autisme qui sont partis, du type anxiété sociale généralisée, impossibilité de rentrer dans un magasin, de dire bonjour aux gens, voilà. Je voulais savoir si toi aussi, tu avais vécu un truc comme ça dans l'augmentation de tes compétences sociales après affirmation de genre. Alors, oui, mais je dirais que ça n'a pas du tout, en fait, pour moi, de lien. C'est probablement parce que tu as eu une forme de prise de conscience et donc de prise de confiance et que tu t'es permis, du coup, de sortir tel que tu étais, de te reconnaître et d'être reconnu dans le regard des autres. Mais il n'empêche que dans le parcours d'un autiste, on a des variations avec des améliorations de symptômes, indépendamment en fait de l'affirmation, de l'auto-affirmation de l'identité de genre. Par exemple, quand j'étais enfant, j'étais absolument incapable de discuter avec des gens. Parler en public, pour moi, c'était absolument impossible. Et ce n'est pas parce que je suis reconnu et que je me suis reconnu en tant qu'homme transgenre que tout d'un coup, les portes se sont ouvertes. Non, c'est un parcours qui m'est propre, voilà, qui m'est propre et qui t'est propre, où tu as gagné en confiance, où tu as gagné en affirmation de soi. Et cette affirmation de soi, elle t'appartient. Et elle sera différente d'une personne à une autre. Et je t'enjoins, en fait, à cultiver ta différence. Et même à la valoriser, en fait. Autant dans le versant de l'autisme que dans la version de la transidentité, tu vas voir qu'il y a des choses, en fait, qui se recoupent, d'autres qui sont complètement disjointes. Et on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est ton parcours et comment toi, tu vois les choses. Et si tu as un mieux par rapport à la veille, alors tu as déjà gagné quelque chose de plus. On a une autre question. Oui, c'est le tour du témoignage. On fait un petit tour de parole entre trans et autistes, c'est bien, c'est pratique. J'ai hésité à le faire et puis comme je vais parler cet après-midi, mais en fait pour rajouter une petite couche. Donc moi j'ai eu un diagnostic d'autisme après ma transition et en fait je pense que c'est entièrement lié en ce qui me concerne parce que il y a un truc dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui et je suis
content, je vais en parler cet après-midi, donc du coup, je vais me répondre à moi-même. Mais blague à part, je pense qu'il y a un enjeu de camouflage social qui est très important à prendre en compte dans les deux dimensions, puisque le genre c'est social et les autistes camouflent leur autisme aussi parfois, ce qui est souvent le cas des personnes assignées femmes et ce qui est en fait le cas de toutes les personnes minorisées, pas seulement les personnes assignées femmes. Et en ce qui me concerne, le fait d'avoir pu exister tranquillement dans mon corps pour la première fois à un âge assez avancé en faisant ma transition m'a permis de sentir qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas du tout mais qui n'étaient pas liés à un espèce de truc blob informe que je comprenais pas de toute façon, qui était tout un tas de trucs que je ne comprenais rien depuis que j'étais né. Il y a des choses qui se sont dissipées du côté du genre, mais il y a aussi des choses qui se sont confirmées du côté d'autres difficultés que je ressentais. Et ça a permis d'accéder à cette question de l'autisme dans un second temps, qui était, moi j'ai été vraiment la première personne et apparemment la seule surprise quand j'ai été diagnostiqué. C'est la preuve qu'en fait, on est une personne avant d'être autiste et avant d'être transgenre et avant d'avoir un cancer ou avant d'avoir un rhume. Je veux dire, la condition, en fait, elle vient se surajouter à notre condition humaine. Et la condition humaine est déjà complexe en soi. Le fait que ça ait révélé des choses, alors pour mon expérience personnelle, ça s'est passé un peu de façon similaire, mais dans une temporalité un peu plus longue. HPI, à l'âge de 1 an, n'expliquait pas pourquoi je me tapais la tête contre les murs. Mais par contre, à l'époque, on disait, c'est parce que j'étais un enfant rebelle et revêche. Mais à chaque époque, on va mettre des mots. Il se trouve que c'est à l'âge de 33 ans que j'ai compris pourquoi je me tapais la tête contre les murs, parce que ma fille le faisait. Et c'est en voyant le diagnostic de ma fille naître que je me suis dit, mais mince, ça explique a posteriori des choses de ma propre enfance que ma mère n'avait pas identifiées. Elle avait juste identifié que j'étais quelqu'un de difficile à maîtriser, qui n'en faisait qu'à sa tête, qui était bien dehors et pas bien à la maison, bien avec les adultes et pas avec les autres, bien seul plus qu'avec les autres, etc., etc. Donc j'étais la personne associable en fait. Mais associable, c'était quoi? C'était simplement la traduction de ce que j'étais. Et c'est ce que je suis et l'ensemble, la somme, et même supérieure à la somme de toutes mes pathologies ou de mes conditions en fait. Et demain, tu vas peut-être découvrir d'autres choses qui vont simplement, tu vas dire, bah voilà, bah ça fait partie de ça, ça fait partie de ça, ou ça fait partie du Covid, j'en sais rien. On a une autre question ici. Merci pour ton témoignage, c'est toujours super intéressant. Moi, je suis probablement pas TSA, même si au travail, on m'a déjà dit plusieurs fois tu es autiste par rapport à mon comportement. Voilà, donc, ma fille m'a dit que j'étais probablement TDAH. Comme moi. Bon, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, j'ai appris à gérer vu mon âge. Tout ça, et je suis trans et je voulais revenir sur l'aspect influenceur, entre guillemets, ou influenceuse. Comme je dis tout à l'heure, moi je suis à l'autre cercle, je suis rôle modèle à l'autre cercle. Donc, j'entends pas bien. Je disais, je suis à l'autre cercle, je suis rôle modèle à l'autre cercle. Oui. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la difficulté que j'ai eue, moi, pour faire mon propre autodiagnostic d'être une personne trans, c'est que j'avais pas de représentation, ou en tout cas pas de représentation positive de personnes trans. Et ça m'a posé problème pendant de très nombreuses années, en dehors de l'aspect définition qu'on a eu tout à l'heure en tout début de journée, dont on ne disposait pas non plus. Donc, mais pas de représentation. Et pour faire son diagnostic et pour se dire, ben, finalement, je peux me vivre comme je suis sans que ça pose de problème insurmontable, je vais le formuler comme ça, c'était difficile. Et donc j'ai manqué de représentation, j'ai manqué de partage d'expérience, et là je remercie Internet, puisque c'est avec Internet que j'ai pu trouver effectivement des premières définitions, des premiers parcours de vie, et je trouve ça extrêmement important d'avoir des personnes qui témoignent publiquement, qui donnent des éléments d'information, sans que ce soit tout travesti en c'est hyper positif, tout va bien se passer non plus, hein, d'être aussi réaliste sur son témoignage. Mais malgré tout, voilà, d'être rôle modèle, en tout cas moi, pour le côté entreprise, puisque l'autre cercle, c'est sur cet aspect entreprise, c'est extrêmement important pour toutes les personnes qui sont en coming in, en questionnement, qui aimeraient peut-être passer au coming out, mais se posent la question de savoir, oui, mais est-ce que je ne vais pas prendre un risque énorme pour moi,
pour ma sécurité, pour ma carrière, pour ma rémunération, pour les changements de poste, etc., etc. Et avoir des personnes qui sont rôle modèles et qui montrent à tout le monde que oui, c'est possible, on peut être trans, on peut être dans l'entreprise, avoir un poste de 4 sup, avoir des promotions, avoir des évolutions de rémunération, pouvoir trouver d'autres postes, ben, c'est hyper important. Et c'est aussi hyper important pour les autres, ceux qui ne se posent pas de questions, de voir que ben oui, les personnes trans sont au travail parmi les autres, qu'elles apportent leurs compétences, leur expérience, qui est différente d'ailleurs. Leur expérience de vie est très différente et c'est extrêmement important, y compris sur les aspects de vie de l'entreprise. Parce que justement, en tant que vécu de personnes trans, on va pouvoir éclairer sur, vous avez des clients trans, c'est peut-être bien de penser à eux aussi dans vos process, dans vos offres, etc., etc. Voilà, c'était le petit témoignage que je voulais faire aussi par rapport à ça. Alors merci beaucoup et c'est clair, hein, je crois, puisqu'on se connaît déjà sur LinkedIn de façon indirecte. Je m'associe à ton témoignage et à ta façon, à toi de te positionner comme étant une forme d'influenceuse. Alors, de proche en proche, en discutant avec une personne, on peut en toucher 7 autres. Mais si on a la même façon de faire sur la forme d'une vidéo, par exemple sur YouTube, comme nous le faisons aujourd'hui, on va en toucher plusieurs milliers. Et ces personnes-là vont en parler de proche en proche et vont en toucher plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, etc., etc. Et c'est aussi le but de ces rencontres, de ces témoignages. C'est simplement un témoignage, c'est-à-dire qu'en fait, je ne détiens pas la vérité absolue. Je peux avoir un rôle de démonstration de ce que j'ai vécu, éventuellement de conseils en disant attention, là tu t'exposes, attention à la façon de démontrer, n'y va pas comme un char d'assaut. Il y a des méthodes, il y a des façons de parler. En entreprise, en plus, il faut éduquer les RH. Malgré le fait que des documents ont été pondus par des structures qui ont quand même pignon sur rue et une forte comment dire, notoriété et reconnaissance auprès des DRH, et malgré le fait qu'on leur mette le document sous le nez, ils arrivent à vous dire mais non, c'est pas possible, j'ai pas le droit, c'est interdit. Mais si, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas transitionner à l'état civil et d'avoir un prénom d'usage et d'être masculinisé ou féminisé sans avoir changé au papier. Vous avez le droit. Tous mes badges, mes mails sont à mon nom d'usage. Je m'appelle Ethan Bernier, mais vous ne savez pas comment je m'appelle à l'état civil. Et à la limite, on s'en fout, puisque mon identité, c'est celle que je vous présente aujourd'hui, c'est la mienne. C'est pas mes papiers qui me définissent. Moi, mes parents, ils ont reçu comme diagnostic que j'étais une fille. Mais en fait, ils se sont trompés de diagnostic. Mais c'est pas grave. Là, on est là pour établir une vérité. La vérité, c'est celle qui nous appartient. C'est celle qu'on a envie d'offrir aux autres. Et c'est celle dans laquelle on a envie d'être reconnu. Donc, de ce fait, j'ai envie d'apporter mon témoignage en tant qu'influenceur à ma petite échelle. Voilà. Merci. On prend une dernière question et après on sera tous libérés pour aller manger. Promis. Je vous remercie pour le mot libéré. Je ne sais pas si c'est exactement une question, mais plus une réflexion qu'on se faisait sur le fait que toutes les peurs un peu qu'on discute générales sur cette intersection entre l'autisme et la diversité de genre, j'ai l'impression qu'elle se cristallise un peu aussi sur la question de l'autisme avec une déficience intellectuelle. C'est vrai que je trouve que c'est une thématique qu'on n'a pas trop discutée, alors que je me dis qu'il y a probablement aussi des autistes avec déficience intellectuelle qui doivent se poser des questionnements de genre et où les parcours doivent être autrement compliqués. Et donc voilà, je ne sais pas si vous aurez des choses à dire sur le sujet, mais je trouvais important d'au moins lancer cette thématique. Alors j'ai vu hier une vidéo extraordinaire que j'ai partagée pour ceux qui sont dans mes contacts et pour ceux qui voudraient l'être, vous pouvez venir me voir à la fin, je vous donnerai mon nom. J'ai vu une vidéo hier extraordinairement émouvante d'un jeune homme qui s'appelle Jamie avec son père
et qui a écrit un livre dont a été tiré un film qui s'appelle The Spellers, donc les personnes qui épellent. Et c'est l'histoire d'un enfant qui avait absolument aucune raison d'être autiste dans la prime enfance et qui s'est révélé petit à petit en fait autiste non-verbal. Autiste non-verbal avec des déficiences sévères, intellectuelles, reconnues. Mais la seule chose qu'on ne lui avait pas demandé, c'est son avis. Et quand il s'est mis à apprendre à épeler petit à petit, alors avec une méthode qui était en cours on va dire d'études, mais qui a fait ses preuves, on s'est rendu compte qu'en fait, au fond de sa tête, il y avait beaucoup plus de choses en fait qu'on ne l'imaginait, et qu'il était très autodéterminé à dire je suis un autiste qui a la parole, mais que vous n'entendez pas. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que ça t'a apporté en fait, cet outil qui te permet d'épeler, il a dit la liberté. Pour moi, la liberté et l'autodétermination, ce sont deux concepts clés, majeurs et fondamentaux qui font de nous des êtres humains capables de prendre des décisions en notre âme et conscience. C'est ça l'autodétermination. Et sans cet outil, il n'aurait jamais pu exprimer sa pensée. Alors le fait d'être considéré par la médecine comme déficient, encore une fois, ça peut être une erreur de diagnostic, tant qu'on n'a pas en fait des outils qui permettent de donner un contre-diagnostic. Il a écrit un bouquin et on en a fait un documentaire. Je vous invite à le voir. Ça changera vraiment votre façon de voir les choses par rapport à l'autisme non-verbal, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la parole qu'on est déficient. La déficience, c'est juste l'absence de quelque chose. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de déficient mental, de débile mental. Ça veut juste dire que vous avez un manque quelque part par rapport à la norme. Le manque de la parole, c'est un handicap, ce n'est pas une déficience. J'entends pas. Tu disais que c'était séparer l'oralité et la déficience intellectuelle, oui c'est vrai. Et en fait, on a... Alors effectivement, c'est une question qui se pose parce que nous, dans notre pôle, on rencontre beaucoup de personnes avec un trouble du développement intellectuel et qui présentent une expression de genre qui invite à poser des questions sur leur perception également du genre et leur perception identitaire, etc. Sauf que, en fait, tous ces gens, dans toutes les études qu'on a vues, sont exclus des études. Dès qu'il y a un trouble du développement intellectuel, ils sont exclus des études. Donc, il n'y a pas d'études, en fait, sur cette question. Et ce serait hyper intéressant de se poser la question. Je suis tout à fait d'accord. Et on s'arrête là ? Oui. Bah, c'est... Il y a une... À quelle heure est-il ? Très, très vite, hein. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous redonner le titre du livre ou du film, s'il vous plaît ? The Spellers. To spell en anglais, pour épeler. Donc les épleurs, en quelque sorte. Voilà, ou les éplants, je ne sais pas comment on pourrait dire. Beaucoup. The Spellers. Et donc c'est Jamie, mais je n'ai pas le nom exact, mais son nom est... Jamie, c'est la contraction de son nom, en fait. Mais la vidéo est très, très facile à trouver. Il suffit de taper The Spellers et on tombe dessus. Eh ben, merci à toutes et à tous. On va avoir 1h30 de pause. Je vous applaudir.